la République tchèque, la Pologne, et je vous le donne en mille, allez, vous savez tous, le Royaume-Uni, qui ont demandé à ne pas avoir la coercition juridique. Il faut le faire, bref. Alors, dans cette charte des droits fondamentaux que les États sont obligés d'appliquer dans leur fonctionnement, notamment dans l'application des lois, comporte énormément de chapitres, liberté, justice, solidarité, etc. Je m'arrêterai sur la citoyenneté. Qu'est-ce que ça veut dire être citoyen? Si on remonte à la Grèce antique, être citoyen, ça veut dire faire partie de la cité. Qu'est-ce que c'était que la cité? C'était un groupement administratif d'individus dans une commune, enfin, on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, dans un endroit, qui s'auto-administrait, donc qui était géré par une administration, par un gouvernement. Donc c'est ce qu'on appelait la cité. Et les gens qui faisaient partie de la cité, c'était les citoyens. Donc cet exemple démocratique perdure toujours, à tous les niveaux de la société. Vous êtes dans une cité universitaire, vous étiez avant dans une cité scolaire dans laquelle vous pouviez voter et être élu. Vous êtes à Annecy, c'est une cité où il y a un maire et un conseil municipal. En France, c'est la même chose. Et en Europe, c'est la même chose. En Europe, vous pouvez être élu ou élire. Être élu au Parlement européen, vous pouvez être élu député européen. Vous pouvez élire votre député européen. Et puis surtout, vous pouvez partir dans un pays de l'Union européenne, une ville, une autre ville. Je vais prendre au hasard Barcelone. Ça vous dit quelque chose, Barcelone? Donc vous allez vivre à Barcelone et vous vous installez et vous voulez vous présenter au conseil municipal. Vous avez tout le droit de le faire grâce à la libre circulation et installation. Surtout si vous prenez le même manuel. Alors donc vous êtes, avant Manuel, vous êtes élu, mais vous ne pouvez pas être élu maire. Mais alors, je ne comprends pas, effectivement, Manuel, il va être élu maire. Comment se fait-il que Manuel Valls va pouvoir être élu maire? Il a la double nationalité. Voilà. Il a la double nationalité. Alors que moi, si j'y vais, je n'ai pas la double nationalité, je ne peux pas être élu maire, conseiller municipal, voilà. Donc la première protection, le premier droit d'être citoyen européen, déjà, c'est le droit de vote. Ce que n'a pas un citoyen du monde. Les jeunes, quand on leur pose la question, vous vous sentez quoi, citoyen de quoi? Souvent j'entends je suis citoyen du monde. Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de gouvernement du monde, tant mieux d'ailleurs. Quoique une gouvernance sur l'écologie, sur la transition énergétique, ça serait peut-être pas mal. Sur le climat, ça serait peut-être pas mal. Mais bon, ça serait plus compliqué quand même. Donc, comme vous ne pouvez pas ni élire ni être élu, il n'y a pas de cité du monde. Il y a une cité européenne, mais il n'y a pas de cité du monde. Donc, ça n'existe pas. Donc, le droit de vote est donc le premier droit que vous puissiez avoir. Vous avez droit également à une bonne administration. Bon, ça, c'est comme dans notre pays. Normalement, on a droit à l'accès à tous les textes, une protection juridique. Ça, je ne vais pas développer, ce serait trop long. Droit d'accès aux documents. Tous les documents qui sont traduits du Parlement européen, de la Commission européenne, etc., vous avez droit d'accès dans votre langue, puisque les documents sont traduits d'abord en 8 langues verbalement, avec les interprètes lors d'une séance de Parlement, et traduits en 24 langues, transcrits en 24 langues, écrites, donc auxquelles vous pouvez aboutir. Quand vous allez au Parlement européen, il y a des piles et des piles et des piles à l'entrée ou à la sortie de l'hémicycle, et il y a toujours une pile française, et vous pouvez prendre ce que vous voulez des délibérations du Parlement. Vous avez droit au médiateur. Médiateur, c'est un monsieur qui, entre la juridiction française dont vous avez épuisé les possibilités et la juridiction européenne à laquelle vous voulez accéder, est entre les deux pour vous permettre de vous donner la voie la plus facile pour éventuellement diriger votre plainte, si vous en avez donc une. La liberté de circulation et de séjour. Vous, les jeunes, circuler librement dans l'espace Schengen, c'est tout naturel. Ça, pour vous, ça a toujours existé. C'est normal. C'est comme la paix, c'est normal, ça a toujours existé. Pour nous, les vieux, j'ajoute pas con, mais pour les vieux, ça n'a pas existé. Donc c'est une évolution considérable de pouvoir circuler et surtout y travailler. Donc ça, liberté de circulation et de séjour. Il n'y a plus besoin de visa. Le Brexit, pour les ressortissants du Royaume-Uni et pour les Français qui vont vouloir aller travailler au Royaume-Uni, ça va un petit peu compliquer les choses là-dessus. Protection diplomatique et consulaire pour terminer. Et ça, c'est pareil, c'est fondamental, c'est pas connu. Vous allez dans un pays du monde que vous ne connaissez pas, au fin fond, je sais pas, bon, ça va, pas Poésie, un truc comme ça, il n'y a pas d'ambassade ni consulat de France.
et il vous arrive un ennui, vous perdez votre passeport. Ah merde, vous ne pouvez pas rentrer. Vous allez à ce moment-là dans une ambassade ou un consulat d'un des pays, donc des 28 pour l'instant, de l'Union européenne, lequel est obligé de vous retrouver votre passeport, enfin tout faire pour retrouver votre passeport, s'il n'y a pas d'ambassade de France ni consulat. Voilà. Donc ça, c'est les droits fondamentaux concernant la citoyenneté européenne. Il y en a plein de droits fondamentaux et je vous conseille de le lire parce que c'est le traité de Lisbonne qui est quand même l'aboutissement des différents traités qui ont jalonné l'historique de l'Union européenne, qui a conforté l'aspect juridique, la coercition juridique de cette charte des droits fondamentaux. Je vous conseille de la lire. Ça peut être rébarbatif, mais c'est un livre de chevet dans lequel on peut piocher pour avoir des réponses à certaines questions que l'on peut se poser au cours de la vie. Alors maintenant, je voudrais parler, il me reste combien de temps? 5 minutes? Allez-y. Je voudrais parler quand même, puisque vous êtes là pour essayer de voir, d'essayer de réfléchir sur ce que vous voudriez que devienne l'Union européenne. L'Union européenne dont vous rêveriez. Difficile en ce moment de rêver à l'Union européenne. Mais qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? On constate quoi? À l'heure actuelle, on ne sait pas où on va, mais on y va. Combien de fois on entend parler de ça? C'est affreux. Alors que nos parents, mes parents, pas les vôtres, les miens, avaient un objectif, deux objectifs, la reconstruction de la France après la guerre, et surtout l'objectif de paix entre l'Allemagne et la France. Ça, c'était une vue à long terme. C'était un objectif à atteindre et qui était à long terme. À l'heure actuelle, ça n'existe plus. Actuellement, l'Union européenne, en France, on n'a même plus de plan. Il n'y a plus de plan, ça n'existe plus. Avant, on avait ce qu'on appelait les plans quinquennaux, je ne sais plus comment ça s'appelait. Bon, on n'a plus franchement de plan. Et l'Europe non plus n'a pas vraiment de vision d'avenir. Le résultat actuel des consultations citoyennes, le trio de tête qui arrive en tête, c'est l'immigration. Enfin, c'est d'abord le pouvoir d'achat, le chômage et l'immigration. Je veux bien, mais ça, c'est voir le bout du nez, c'est pas avoir un objectif à long terme. Donc, j'ai lu un bouquin qui s'appelle D'une révolution à l'autre, de Philippe Herzog, que je vous conseille de lire, aux éditions du Rocher, qui reprend la phrase de Jean Monnet, qui a toujours regretté d'avoir fait l'Union européenne par l'économie et non pas par la culture. Donc, il regrette, Philippe Herzog, qu'effectivement, on n'ait pas d'objectif culturel. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un objectif culturel pour l'Union européenne? Et lui, il parle de espérance. C'est un terme qu'il prend, espérance, qui serait peut-être un terme un peu confessionnel, mais on est effectivement dans la désespérance. Donc il faut qu'on retrouve une espérance, un cap. Et pour lui, c'est la culture. Alors la culture, ça voudrait dire quoi pour lui? Ça voudrait dire apprendre les langues dès la primaire. 3 langues, par classe de primaire, 3 langues. De façon à habituer les Européens, dont je ne fais pas hélas partie, parce qu'à l'époque, nous on apprenait l'anglais et c'était tout, les Européens à communiquer les uns les autres, à se connaître, de façon à se sentir dans le même bateau. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qui se passe? Même au niveau du Conseil européen, chacun tire la couverture à soi. On est dans une période de crise morale, économique, tout, et on se recroqueville sur soi-même, donc on ne communique plus avec les autres. Donc au contraire, il faut qu'on s'élargisse et vraiment se rendre compte qu'on est dans le même bateau pour évoluer. Et donc la culture, elle n'unit pas, elle divise même quelquefois, mais elle interpelle, elle identifie. Et j'en veux pour preuve un film qu'on a projeté, Des lois et des hommes, certains le connaissent, sur la problématique d'un pêcheur insulaire irlandais, et que l'on voit pérégriner dans les couloirs de la Constitution européenne, de la Commission européenne, de la Commission européenne et du Parlement, et il arrive à ses fins, pas encore, mais ça fait 10 ans que ça dure le pauvre. Eh bien, par ce film, nous, Savoyards, on a pris connaissance de la problématique de pêcheurs insulaires, irlandais, à l'opposé, grâce à la culture, grâce au cinéma. Ça va être pareil pour la musique, ça va être pareil pour l'art, la danse, la peinture, la culture. Et donc, je crois que c'est une piste à suivre. C'est pas du concret, mais c'est quand même quelque chose d'espérant. Moi, ça m'a redonné envie de continuer. Je l'avais, mais là, plus encore. Maintenant, il faut que ce soit concrétisé par quoi? Je n'en sais rien, mais il faut qu'on prenne à bras-le-corps un peu cette idée, à mon avis. Voilà, bah, écoutez, je crois que je dois être dans les temps. Je pense que j'ai assez parlé. On n'est pas dans le lac. J'en ai pas marre. Très bien, merci beaucoup en tout cas, M. Brun. Peut-être juste un petit point, vous mentionnez cette question de langue quand on a eu notre atelier
pour une Europe humaniste, on a traité aussi des questions d'identité culturelle commune, d'identité commune, sens et singularité de l'Europe. Et c'est vrai qu'il y a même eu une proposition qui poussait encore plus loin et qui disait qu'il faudrait une seule langue en Europe. Non. Oui. Ah non, je vous dis la proposition qui est sortie dans des ateliers. Ouais. Voilà, donc on va pas dire que la langue ce serait forcément le français, on est bien d'accord, ou l'anglais, mais ça peut être aussi potentiellement une langue à inventer. Hein, voilà. Alors ça, c'est NIX, c'est uni dans la diversité, la devise de l'Europe. Ah oui, bien sûr. Donc, multiplicité des langues, oui. ça restera. Ouais. Ouais. Et voilà, en tout cas, dans les ateliers, tout est permis. Même imaginer qu'il peut exister une seule langue. Si je peux juste rebondir là-dessus pour vous donner un exemple. Donc dans les échanges Erasmus qu'on a, je suis allé en Finlande il y a peu d'années, il y a 5 ans. Et à chaque fois, je dis, moi je fais des cours en anglais scientifique, etc. Mais si vous avez des classes de français, moi je veux bien y aller, il n'y a pas de souci, discuter avec des Français. J'ai un collègue qui m'a dit, ouais, moi ma femme est institutrice, si tu veux, viens discuter en français. Et là j'ai découvert, alors les Finnois c'est impressionnant, donc bien sûr ils parlent finnois. Ils parlent suédois parce que c'est la deuxième langue nationale, qu'il y a une minorité suédoise, donc c'est obligatoire pour parler suédois. Bien sûr ils parlent anglais, puisque et nous c'est un gros problème, tout est traduit à la télé, pas eux. Ils parlent le russe parce que c'est à côté, il y a une forte communauté russophone, et donc tout ça ils le parlent déjà à 7 ou 8 ans. Et puis derrière, ils s'en rajoutent une ou deux, le français, l'espagnol, en gros, le finlandais moyen, à 15 ans, il se débrouille dans 6 ans. Pas mal quand même. François Grossetête nous disait l'autre jour qu'au début du Parlement européen, la langue, parce que les députés parlent entre eux quand même, avec une même langue, c'était le français. Je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse François Grossetête, donc ça vaut. Députée européenne, ça fait 25 ans qu'elle est députée européenne. Donc elle nous disait que les députés français, au début, à l'époque de, comment il s'appelle déjà notre français qui était président du Parlement, comment qui Delors, oui. Ou de Simone Veil, etc. Les députés parlaient français. Et puis petit à petit, c'est l'anglais qui a été la suprématie pour l'échange entre eux. Bon, maintenant qu'il y a Brexit, peut-être ça va évoluer vers une autre langue, on n'en sait rien. Mais il est hors de question de parler une langue officiellement en Union européenne. Donc les 24 langues continuent à être pratiquées. Merci beaucoup. On donne la parole à Hervé Wallot. Ouais, si vous voulez, moi j'ai déjà commencé. Bien sûr, il la donne. Alors, on parlait de génération. Moi, je veux dire pourquoi je suis europhile. Parce que je suis né à l'extrême nord de la Normandie. Mes parents sont nés dans la Somme, en Picardie. Mes parents sont nés. Quand ils étaient enfants, ils voyaient encore les résidus de la Première Guerre mondiale. Mes deux grands-pères ont été prisonniers de guerre. Et moi, quand j'étais gamin, on jouait dans les blocos. Et quand vous disiez, ouais, la paix, c'est absolument fondamental. Et je pense qu'on ne se rend pas compte que nous vivons actuellement. J'ai eu un bac scientifique grâce à l'histoire et à l'anglais. Un peu intéressé par l'histoire. Pendant ma thèse, fait une licence d'histoire pour le fun. Nous sommes dans la période, depuis 2 millénaires, dans la période en Europe occidentale, si on accepte la guerre des Balkans, qui est une guerre nationale, finalement, quasiment, dans la période la plus longue de l'histoire récente, 2 millénaires, j'exagère, mais disons depuis le 18e siècle, nous sommes dans la période la plus longue sans guerre à l'échelle européenne. Successivement, la guerre de 30 ans, les différentes guerres entre la France et l'Espagne, Napoléon bien entendu, etc. Et ensuite la guerre de 70, et tous les 30 ans, il y avait une grosse guerre entre les pays européens. Et ça, c'est fondamental. Ça, il faut absolument se garder à l'esprit. Alors le problème des langues est un vrai problème qu'on retrouve, nous, effectivement, au niveau de l'enseignement, au niveau des échanges, ça c'est un gros souci. Mais comme je vous le disais, et que j'ai eu l'occasion de le constater à de nombreuses reprises, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin de dépenser des milliards. Il suffit qu'en France, on arrête de tout traduire à la télé. Quand je dis, moi, à des collègues étrangers, vous savez, nous, Français, nous ne connaissons pas, alors j'adapte en fonction de ma génération, nous ne connaissons pas la voix de John Wayne, nous ne connaissons pas la voix de Brad Pitt.
Nous ne connaissons pas la voix d'Angelina Jolie. Voilà, bien, on connaît, et on connaît même le nom. Ça, c'est unique au monde. On connaît le nom de la voix française, de l'acteur qui fait la voix française d'un certain nombre de grands acteurs internationaux. Et les gens, ils sont scotchés. Ils sont scotchés, ils ne comprennent pas. J'étais, donc, comme je disais, en Inde il y a 10 jours pour une tournée Campus France. J'ai rencontré sur mon stand des jeunes, très jeunes, des gamins qui étaient en première, des gamins qui étaient en première qui parlaient de toute façon en Inde tous 3 langues, parce que tout le monde parle anglais, c'est la langue nationale, mais quasiment l'hindi est une deuxième langue nationale, et quand j'étais à Calcutta, ils parlaient le bengali. Et ça fait 3 langues, ça fait aussi 3 alphabets. Et les gamins, j'en ai eu plusieurs en face de moi, ils avaient quasiment un niveau B2 en français en première. J'ai pu discuter avec eux, comme je discute avec vous, quasiment là, en français. Il y a des questions à se poser, et on n'est pas mauvais. Ça, je l'ai entendu régulièrement. J'ai aussi la casquette de m'occuper du TOEIC à l'école, en tout cas au Bouget. Nous, les Français, on est mauvais en langue. Non, il y a un seul Homo sapiens sapiens, on a le même cerveau, on n'a peut-être pas le même mode éducatif, ça c'est fait certain, notamment pour les langues. Je ne jette pas la pierre aux profs d'anglais, mais au système éducatif, mais aussi parce qu'on est très peu confronté. Moi, si je suis devenu bon en anglais, c'est parce qu'au lycée, j'écoutais de la musique et je voulais comprendre. Je voulais comprendre mes paroles. Et depuis, je suis devenu pas mauvais en anglais, mais il n'y a pas de... Ouais, il y a un petit don, mais il y a juste l'envie, la curiosité et l'intérêt. Et ça, c'est absolument fondamental, partout dans la vie. Et en principe, aussi, là, à appliquer systématiquement sur des problèmes internationaux. Vous savez, quand... Tu auras plus de temps pour nous parler de développement durable et d'intérêt. Ouais, ça fait rien, j'ai un mais ça, c'est plus important à la limite. Quand les élèves reviennent de voyage, de leur expérience, que ce soit en stage ou en sommet, je dis toujours, quand vous partez, vous avez découvert des tas de choses nouvelles que vous ne connaissez pas, mais quand vous êtes des Français, vous êtes ronchons et vous vous plaignez de tout ce qui existe en France. Mais une fois que vous serez parti 3 mois, 4 mois, 5 mois, quand vous allez rentrer, vous allez vous apercevoir qu'il y a des trucs pas mal en France. Tout n'est pas super, mais des choses auxquelles vous ne prêtiez pas attention, finalement, vous vous dites en rentrant, c'est quand même mieux que là où j'étais. Allez, je garde un peu de temps de parole. Pour après. Non ? Ah non, vas-y, on t'écoute là. Alors, entre autres, dans les programmes européens, il y a un aspect qui est extrêmement important, et peut-être qui n'est pas suffisamment développé. L'Europe, c'est 500 millions, 600 millions, c'est un continent, on trouve ça trop grand. Mais il y a une échelle qui s'appelle l'échelle régionale, et justement, il y a des programmes qui existent pour ça, et c'est là-dedans, alors ça tombe mal, parce que moi, c'est en interrègle avec les Suisses, donc on est un petit peu en dehors, mais des programmes européens de coopération qui sont extrêmement intéressants, parce que même une toute petite frontière génère une différence. Et vous ne savez pas pourquoi. C'est un ressenti, c'est un panneau de circulation, c'est la peinture au sol, des détails. Mais vous franchissez une frontière de façon impalpable. Vous savez que vous avez franchi une frontière. Ça marche pareil, j'ai commencé mes études à Lille, ça marche pareil avec la frontière belge. Sur le coup, vous êtes incapable de dire pourquoi. Mais vous savez que vous avez franchi la frontière. Là, en réfléchissant, mais tiens, il y a tel mot, il y a tel panneau, il y a telle façon de prendre la rue. Et on a des différences, et tant mieux. Sinon, qu'est-ce que ce serait mieux Si on avait qu'une seule langue et qu'on était tous pareils, on s'ennuierait. Il y a des différences, mais ces différences-là, justement, dans des programmes comme Interreg, on arrive à les sublimer pour essayer de dire, tiens, là, vous faites comme ça, nous, on pourrait essayer, sur le même sujet, de faire un petit peu la même chose. Juste pour vous raconter l'histoire de ce projet Interreg, c'est une toute petite fenêtre. On travaille sur l'amélioration, et c'est du développement durable, sur l'amélioration, notamment du point de vue énergétique, de l'hôtellerie de moyenne montagne, de l'hôtellerie de taille familiale. C'est
s'est aperçu qu'en fait, on avait en Haute-Savoie, en Savoie, les mêmes problèmes qu'en Suisse. Des petits hôtels familiaux qui ont du mal à se mettre au niveau de l'exigence de la clientèle, qui sont confrontés en moyenne montagne au réchauffement climatique. Il va falloir moderniser, s'adapter, avoir une autre offre. Et du coup, on s'est aperçu qu'on avait des choses à faire ensemble sur ce patrimoine économique essentiellement, parce qu'il n'y avait pas de porte d'entrée par l'énergie, on est rentré par l'économie. En disant, ben voilà, ça va être un moyen de faire vivre l'économie locale, et y compris transfrontalière, notamment sur, par exemple, le Chablais, le Chablais suisse, le Chablais français, de dire, ben, l'expérience des artisans d'un côté, ils vont pouvoir aller faire des chantiers de l'autre, de façon à maintenir doublement l'économie, maintenir l'hôtel, donc une offre économique, et pour maintenir cet hôtel, il faut faire des travaux, et donc faire bosser les gens du coin. Vous voyez qu'on peut comme ça très vite arriver à l'ultra local. L'Europe, programme Interreg, gros machin, gros dossier, ouais, mais à la fin, sur quoi on agit? On agit sur un petit hôtel comme Chablais avec un maçon, un chauffagiste qui vont passer la frontière parce qu'ils savent qu'ils vont travailler sur le même objet finalement qu'est un hôtel. C'est le même, il y a des différences, mais il y a aussi des choses complètement identiques. Un petit hôtel qui a besoin de faire des économies d'énergie. Vous voyez qu'en transfrontalier, en plus c'est le bonheur parce qu'on parle un même langue, donc facile, hein. On a des tas de choses à se dire ensemble. Vous parliez des Pays-Bas.